La semaine dernière, j'ai laissé Sylvie se présenter elle-même. Eh bien, cette semaine, elle me laisse me présenter moi-même. Et quand je dis qu'il y a un abondant patrimoine religieux à Saint-Émilion, vous en êtes de toutes les façons persuadé, ne fût-ce que parce que vous connaissez un peu Saint-Émilion, et puis ensuite parce que c'est le titre. Alors, je vous ai mis cette image de présentation avec un panorama beaucoup plus moyenâgeux que médiéval, où les connotations religieuses ne sont qu'apparentes. Ce sont de réels anachronismes. Au moment où cette gravure a été publiée, rien n'était religieux là-dedans. On est à peu près en 1820, et la réhabilitation de l'église monolithe, dont c'est l'entrée, est de 1837. Donc la Trinité sur la gauche était un dépôt d'épicier, et le reste était loué, on ne sait pas à qui exactement, etc. Donc vraiment, donc cette image accompagnait un article de François Joannet, un des premiers qui relance un petit peu l'idée de Saint-Émilion. Et à mon avis, elle signifie tout à fait, elle pourrait être titrée Heures et malheurs du patrimoine religieux à Saint-Émilion. C'est ça qu'elle représente. La charrette que vous voyez, je ne peux pas appuyer sur contrôle en même temps. La charrette que vous voyez ici, elle trimballe les pierres qui ont démoli la galerie de la Rotonde et la Rotonde. Donc heure et malheur. Pourquoi lier Saint-Émilion au patrimoine religieux? Parce que c'est sans doute là, de toutes les villes, de petites villes de Gironde, qu'il est le plus dense. Surtout, pour tout vous avouer, Sylvie trouvait que ce thème manquait un peu dans l'ensemble du programme et donc m'avait demandé de le traiter spécifiquement. Saint-Émilion, c'est pas la peine de vous dire que c'est en rive droite de la Dordogne, sur les coteaux rocheux et très proche du diocèse de Périgueux. Je vais essentiellement vous parler de la ville intramuros et j'aurai du mal à tenir l'heure, à ne pas déborder l'heure, je veux dire. Donc voilà le programme que je vous propose. Le Moustaï vieille et je l'ai entouré ici en rouge, et le Néo, le neuf, je l'ai mis en vert. En fait, j'aurais voulu suivre un exposé chronologique qui aurait tout mélangé, etc. Et en fait, c'était beaucoup trop compliqué et ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc, j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus topographique, en parlant du pôle de la ville haute, et de la ville basse d'abord et de la ville haute ensuite. Mais je veux rattraper quelques éléments de chronologie en rappelant quelques dates que je trouve fondatrices, fondamentales, disons, pour Saint-Émilion. D'abord, le 6 janvier 767, c'est purement théorique et hagiographique, c'est le décès de l'ermite Émilion, d'après les textes hagiographiques. Vers 1110, le chapitre canonial qui a été mis en place, on ne sait pas exactement par qui, est repris en main par l'archevêque Jocelyn de Parthenay. C'est autour de cette date que l'on peut situer ce que quelques textes appellent le vieux monastère, le Moustaï vieil. Et 1199, le 8 juillet 1199, tout le monde sait, c'est la charte de Falaise qui a consacré, si je peux dire, la municipalité de Saint-Émilion, en même temps que celle de La Rochelle d'ailleurs, hein, et il y en a beaucoup d'autres, le lendemain, la veille, etc. Le roi Jean, qui pour une fois avait des terres, essayait de se trouver des alliés, parce que franchement, ça marchait pas bien face à Philippe Auguste. Et en plus, Saint-Émilion avait un émissaire extrêmement habile et présent auprès de Jean, qui est un certain Marc de Saint-Émilion, dont on a trace par-ci par-là. Et puis, 1338, c'est la destruction des extérieurs de la ville de Saint-Émilion, après les remparts. C'est une marque très significative du déclin même de la ville.
et qui est bien évidemment consécutive à la fondation de la Bastide, pas immédiatement consécutive, il faut quelques dizaines d'années, à la fondation de la Bastide de Saint-Émilion, 1268-70. Un petit renouveau, fin 15e, 16e, et je prends comme date significative de ça 1470. À partir de cette date, on a la construction d'un nouvel hôtel de ville dans la ville. Et puis une date encore extrêmement importante, à mon avis, 1840, c'est le premier classement d'un monument historique à Saint-Émilion, enfin en France aussi d'ailleurs, hein. C'est la première liste. Mais ça ouvre la redécouverte de Saint-Émilion dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais cette redécouverte, plus exactement, ce qui nous reste du passé médiéval de Saint-Émilion, n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le déclin. C'est parce que la ville a été appauvrie qu'elle ne s'est pas entièrement détruite. Regardez Bordeaux, essayez de trouver des monuments médiévaux, en dehors des églises, vous n'en aurez pas beaucoup. Rapide évocation du patrimoine saint-émilionnais. Sur la commune même, il y a 24 monuments protégés. C'est pas rien. C'est la deuxième commune de Gironde pour ça. 24 monuments protégés, 13 classés, 11 inscrits. En bleu, j'ai les inscrits, en rouge, les classés. Et sur la commune, sur la cité, seule en dehors de la cité, se trouve l'église de Mazerat et les 5 châteaux inscrits en 2015 hors de la cité. Donc, 12 sur 24 sont religieux, ils sont tous dans la ville. Enfin, presque tous, non, il manque la Madeleine. Et cela dit, il est difficile de faire une dissociation complète entre le patrimoine civil urbain et le patrimoine religieux. Donc, de temps en temps, je déborderai pour faire ça. Mais il n'y a pas que les monuments historiques. Il y a 4 sites d'intérêt pittoresque. Il y a le paysage classé à l'UNESCO. Il y a un plan local d'urbanisme, une valorisation de l'architecture et des patrimoines, le PSMV qui vient de se finir, la zone de présomption de prescription archéologique, bien évidemment. Il y a énormément de choses d'ordre patrimonial là-dedans, plus tout le travail qui a été fait, en l'occurrence par David Souni, que vous avez entendu et que vous entendrez sur une autre ville, la semaine prochaine, et tout le petit patrimoine cher à Pierre Lucu, les fouilles qui ont été faites, les éléments de troglodytisme, etc. Le patrimoine est énorme, d'une manière générale, mais à Saint-Émilion, il est vraiment énorme. Bien sûr, quelque chose hors jeu, mais quand même, pour indiquer le début, et je saute les abris sous roche qui sont préhistoriques dans la vallée du Fongaban. Et là, ce menhir, cette pierre levée, Peyrefite, 2,50 m de haut, 5,20 m pardon, de haut, j'inverse les chiffres, qui est à la fois un monument néolithique, mais aussi un marqueur territorial médiéval, c'est la limite de la commune, c'est aussi l'indication du port de Saint-Émilion qui est là, etc. Et dans les antécédents, il faut bien sûr évoquer aussi au moins la villa gallo-romaine du Palas. Vous voyez, je saute vite, hein, qui certains voudraient attribuer à Ozone. Pourquoi pas, hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé sa signature sur place. On n'a pas retrouvé la plaque sur la sonnette d'entrée. Donc je vous montre ces mosaïques avec ce cep de vigne qui est un emblème clé, et j'insiste beaucoup sur ces céramiques des 7e, 8e siècle qui sont là parce que la villa était encore occupée au 7e, 8e siècle, c'est-à-dire au moment où un certain ermite est venu se pointer dans le coin. Et donc je veux juste vous dire par là qu'il était au moins à proximité d'un endroit habité.
Un ermite servirait à quoi s'il était tout seul? Il serait tout seul avec Dieu, mais il ne montrerait pas tellement l'exemple. Émilion est une figure qui plaît à beaucoup de monde. On le retrouve de plus en plus en Bretagne. En Bretagne et à Saint-Émilion, des deux côtés. Voilà, ça. Là, ici, c'est la dernière statue dont j'ai fait la découverte récemment. Bon, d'art contemporain, mais après tout assez significatif. Donc, ceci est un peu un clin d'œil. Ce qui est important là-dedans, c'est le supposé ermitage qui se trouve sous la Trinité et qui a été abondamment remanié déjà au XIIIe siècle, ensuite au moins au XVIe et au XVIIIe. Donc, vous voyez, ce qu'il en reste, c'est vraiment délicat à garder tel que c'est pour le comprendre. Et en fait, c'était pas un ermitage, c'était une chambre funéraire. Comme on en a au moins 3 autres. Ici, là, vous voyez la façade de l'église monolithe. Ici, dans le coin, vous avez ceci, vous avez ce qu'on appelle de manière très pédante, les archéologues appellent ça un arcosolium. C'est un enfeu, voilà, c'est une tombe qui se trouve à l'intérieur d'une chambre funéraire que bien évidemment les archéologues appellent des cubiculés. Il faut parler latin, surtout quand on ne le connaît pas. D'ailleurs, arcosolium, je vous défie de le trouver dans un dictionnaire latin en dehors de Ducange. Le mot n'existe pas en latin classique. Même chez Ducange, il n'existe pas d'ailleurs, je crois. Bon, alors, je passe rapidement sur les rares éléments de textes, d'archives que l'on ait autour du vieux sanctuaire. À Rome, le pape et Grégoire, mais j'ai une flèche après tout, pas la peine que je m'embête, et Grégoire VII, c'est celui qui donne son nom à la réforme grégorienne, qu'il a déjà initié, puisqu'il, sous le nom d'Hildebrand, il était le conseiller des 3 ou 4 papes qui l'ont précédé. Donc il est vraiment là-dedans. C'est une réforme complète de l'Église qui assagit, etc., mais qui aussi marque énormément son territoire, notamment par rapport aux seigneurs laïcs. Et puis Urbain II, c'est la croisade. À Bordeaux, les archevêques, j'en ai sauté un certain nombre, mais ceux qui comptent en l'occurrence pour mon histoire, ce sont Jocelyn de Parthenay, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, Amat d'Oloron, qui était un des légats de Grégoire, d'ailleurs, Arnaud Géraud de Cabanac, et plus tard, Geoffroy du Lauroux. Le premier de ces archevêques est en querelle avec le vicomte Olivier de Castillon et qui va céder le monastère et le chapitre de Saint-Émilion à l'archevêque lors du concile de 1079. Mais son frère Pierre va récupérer tout ça. Il y a des querelles invraisemblables. On a 3 textes, mais c'est extraordinaire comme bagarre de ce qu'il peut y avoir à ce moment-là entre les nobles et l'Église qui veut se marquer par rapport à ça. Pierre va être condamné par Urbain II lors du concile de Saintes. Il part à la croisade. On le suit à la croisade en Cappadoce et au siège de Jérusalem. On ne sait pas s'il en est revenu. Et on ne sait pas ensuite ce qu'il devient. Et le 3e frère, Élie, finit en 1110, et ça me paraît une date extrêmement plus importante que les autres, a cédé entièrement à l'archevêque Arnaud Géraud de Cabanac tous les droits sur le chapitre de Saint-Émilion. Arnaud Géraud fait une très profonde réforme, fixe la règle de Saint-Augustin aux chanoines qui sont là, leur donne des revenus, et ça c'est quand même le point clé, c'est que sans revenus, de toutes les façons, ils ne pouvaient rien faire. Et je pense que les réformes précédentes ont échoué à cause de ça.
Arnaud Géraud était un homme finalement très intelligent, et c'est définitif, ça va rester, le chapitre va rester au niveau de l'archevêché, dépendant de l'archevêché. Tout ça, c'est là-dedans qu'on peut retrouver le vieux monastère. Et voilà une... c'est un peu mangé sur le côté, enfin bon, ou c'est un peu écrasé. Je ne vois pas bien. Bon. C'est un extrait du modèle en 3 dimensions que nous avons fait, qui montre le clocher et l'église monolithe. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler le monastère vieux. Et voici le neuf, c'est le monastère du Plateau, dont on attribue la paternité avec beaucoup de probabilité, bien qu'il n'y ait aucun texte qui le dise, à Geoffroy du Lauroux. Donc un peu plus tard. Bon, c'est autour de ces 3 documents, enfin aucun de ces 3 documents ne dit précisément lequel est le monastère vieux, le monastère neuf, etc. C'est par déduction qu'on arrive à fixer ça. Et on peut très bien avoir d'autres hypothèses que celles que je vous présente ici, qui me paraît quand même infiniment plus probable que les autres. Je vous ai prévu une évolution très schématique des sanctuaires. Là, vous reconnaissez le bord de la falaise. Heureusement que je vous le commente. C'est un peu abstrait. D'accord. Des chambres funéraires et des couloirs d'accès. D'accord ? La chambre de Saint-Émilion est ici, et le petit bout que je vous ai montré aussi est ici. Après, ce sont 2 autres que je ne vous ai pas montrés et que je ne vous montrerai pas. Elles existent, hein, c'est pas, je les invente pas, mais il y a plein de choses que je vous montrerai pas. Et à partir de là, l'ensemble se sont développées des galeries. Je vous ai symbolisé ça ici. Ici, vous avez la galerie dite des catacombes, les piles, et il y avait des galeries perpendiculaires qui en partaient, c'est évident. Cette galerie a été massacrée après 1860 par une reprise de carrière. Et l'autre côté, vous voyez des murs qui bouchent les galeries qui sont là sur le côté. Donc il y avait des galeries. Qu'est-ce qui se développait derrière ces murs ? Difficile à dire. On a pu penser que c'était une première église troglodyte. Pourquoi pas ? Reste à le démontrer. En tout cas, il n'y a pas une conception forte dans la mesure où aucune des piles qui sont là ne se ressemble, que les écarts sont différents, etc. Donc s'il y a eu une église, c'est une exploitation de galeries, mais qui n'ont pas été créées comme étant une église. Le sol de cette galerie, bon, les fouilles sur les côtés, hein, ce ne sont pas les miennes, elles ont été faites dans les années 1930, hein, et sans laisser aucune trace, ce qui est bien dommage. Enfin, sauf les éventrations du sol. Il n'empêche qu'on a pu voir quelques sépultures dites rupestres. Elles sont taillées dans le rocher qui forme le sol de la galerie. Et j'ai pu obtenir 3 datations C14 là-dessus. Et les 3 donnent la première moitié du XIe siècle. Donc on peut globalement penser que cette galerie a été créée un peu avant, disons un peu après l'an 1000 pour simplifier les choses, en tout cas dans la première moitié, au début du XIe siècle, pour qu'on puisse l'occuper en 3 endroits différents à la même époque, etc. D'ailleurs, voilà une tombe rupestre, justement. Bon. De cette galerie ici, voilà, je repasse là-bas. De cette galerie ici, on a mené une autre galerie, une espèce de diverticule, si vous voulez, dont voici une projection des parois.
avec des séries d'enfeux et de niches funéraires infantiles autour. On peut démontrer aujourd'hui que cette galerie a sans doute été menée en plusieurs étapes. On peut démontrer qu'elle est secondaire par rapport à l'autre. Et on peut penser aussi qu'elle s'apparenterait à un espace sépulcral familial qui se développe et qui petit à petit finit par déboucher ailleurs, mais c'est une impasse, c'est une voie sans issue, si vous voulez, pendant un premier temps. Et on en arrive à un développement beaucoup plus large où vous reconnaissez la rotonde qui vient se caler justement sur cette galerie, l'église monolithe et une galerie d'accès qui est beaucoup plus longue que le couloir actuel parce que la falaise était beaucoup plus loin. On va commencer par la rotonde. Massacrée, comme je vous ai déjà dit, par une carrière dans les années 1820. Donc il y avait 6 colonnes, il n'en reste plus que 3, taillées dans le rocher, une plateforme par derrière qui n'existait presque plus, et une coupole et un puits de jour. Vous avez le schéma ici, et autour du puits de jour, un escalier hélicoïdal dont l'entrée est par là, et tout le reste ayant été cassé. Et on vient à peu près, on vient de démontrer en tout cas, on vient de démontrer que cet escalier aboutissait à la porte qui est là et que l'on montait comme ça, et hop, on grimpait tout autour. Mais c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. On a un monument d'une régularité et d'une finition assez remarquable qui évoque. On travaille à une restitution complète de ça et c'est nécessaire pour la comprendre vraiment, justement dans sa finesse. C'est que ça reste une évocation de l'anastasis, hein, du tombeau du Christ à Jérusalem, le couloir qui y mène, la galerie seconde, hein, que je vous disais, a été augmentée de la carrière ici, ce qui apparaît plus clair dans... Pardon, je me trompe d'écran pour vous montrer. Ce qui apparaît plus clair ici, c'est ce qui a été arraché au XIXe siècle. La galerie contemporaine de la rotonde, elle est là, elle est plate, et c'est déjà le 2e état de cette galerie. Et elle conduit jusqu'à la porte qui donne accès ici au couloir de la monolithe. Vous voyez que ici, je n'ai pas mis la seconde partie du couloir avec la porte qui est là. C'est plus tard que ça a été fait. Alors, l'église monolithe est beaucoup moins abîmée que ne l'est la rotonde. En fait, elle a eu de la chance. Elle n'est pas vraiment passée dans le domaine privé à la Révolution. Elle était devenue paroissiale à la suite de la création du complexe collégial sur le plateau, et elle est restée depuis toujours sous l'autorité directe et la propriété de la municipalité. Ce qui fait que quand la Révolution est arrivée, la municipalité en a gardé la propriété. Et il n'y a pas eu de vente, et il y a eu donc de ce fait beaucoup moins de destruction dessus que dans les parties qui, elles, dépendaient du chapitre et ont été assez abîmées. Alors, cela dit, je vous montre des photos anciennes, parce que aujourd'hui, je vous le mets en tout petit, on la voit beaucoup moins bien. On en reparlera. On dit que c'est la plus grande d'Europe, je veux bien le croire, je n'ai pas mesuré les autres. De toutes les façons, tous ceux qui se sont acharnés à mesurer celle-là ont donné des dimensions différentes. La dernière ligne, c'est la mienne. Donc, vous pensez que c'est la bonne, mais j'en suis même pas sûr. En fait, elle est complètement irrégulière. Elle a un aspect vaguement régulier, mais c'est de l'architecture soustractive. Et donc, les carriers, les constructeurs,
les creuseurs plutôt que les constructeurs dépendent de la qualité du rocher. Le moindre accident va faire une irrégularité, etc., qui vont arranger plus ou moins bien. Donc tout est irrégulier dedans. En plus, elle a été conçue en pente. Et la pente de la voûte n'est pas la pente du sol. Et pour rajouter des difficultés dans les mesures, il y a quelque chose comme 1,30 m de remblai dedans. Donc, voilà. Toujours est-il qu'elle est très grande. Et si vous voulez, pour vous donner des indications, par exemple, de largeur, Sainte-Croix à Bordeaux est largement plus petite, à plus de 3 mètres et demi, enfin à 3 mètres et demi de moins que ça. Et Saint-André est plus grande avec 23 mètres. Donc elle est grande, certainement. L'ensemble est décoré de sculptures qui se ressemblent énormément techniquement, aussi dans leur caractère frustre d'ailleurs. Techniquement parce que quand on creuse ce genre d'édifice, on a plusieurs étapes, et la dernière étape consiste à affiner, à polir, si l'on veut, la surface. Et c'est dans les 10-15 cm de ce polissage que toutes les sculptures que l'on a, aussi bien d'un côté que de l'autre, dans la rotonde que dans la monolithe, ont été faites. Ce qui fait qu'on a des sculptures quasiment méplats. Donc on a sur la coupole de la rotonde, on a 3 personnages, bras étendus en position d'orant. Donc on peut les interpréter de plein de manières différentes et on ne s'en prive pas. Ce sont des orants, la position de la prière. Hein. Ce sont des ressuscités, ils sont en train de sortir des cuves. Ce sont les 3 Hébreux dans la fournaise. On a des images tout à fait analogues. Ce sont les 3 âges de la vie. C'est peut-être tout en même temps. Il y a un syncrétisme tout à fait possible. Il est très difficile de savoir. Là, dernièrement, mon ami et collègue Jean-Luc Piat était très, très persuadé, et il citait abondamment Saint Jérôme pour plaider en faveur des 3 Hébreux. Je veux bien le croire. L'idée de ressusciter, quand on regarde que les barbes sont différentes ou qu'il y a des imberbes, les âges de la vie, enfin, etc. Toutes ces idées sont valables de toutes les façons. Elles renvoient toutes à peu près à la même chose, à l'idée d'une résurrection. C'est le même type de sculpture que l'on a dans l'église monolithe, dans l'église souterraine, avec une iconographie rustique, pauvre, sans programme évident, et à mon avis sans programme aucun, d'où d'énormes difficultés d'interprétation. Par exemple, le centaure sagittaire que vous voyez là, il y en a qui voudraient y reconnaître le signe du Sagittaire. Pourquoi pas? Mais on peut reconnaître des signes zodiacaux quand on en a 12. Sinon, ça ne marche pas très bien. Et dans les 2 animaux affrontés, là, on peut peut-être connaître les Gémeaux, mais de toutes les façons, les 10 autres manquent. Et le fleuron et l'espèce d'animal là avec cette queue serpentine qui est gravée, juste gravée, qui a une position. Alors, c'est idiot ce que je vais dire, mais il me rappelle un léopard, un léopard héraldique, un lion passant, avec la patte levée, etc., la queue dressée comme ça, mais transformée en serpent. Alors, tout ça a été... on a beaucoup déliré sur tout ça, plus que les étudier, me semble-t-il. Certaines, à mon sens, sont de simples graffitis, l'œuvre très, très, très éphémère de Carrier qui s'ennuyaient ou qui ont voulu montrer un certain savoir-faire, démontrer des capacités, comme sous le Sagittaire, le damier
qui est sur le côté, à l'autre moitié de la corniche, étant peinte en rouge, et ça donne tout à fait l'idée le commanditaire qui passe, on lui montre ce que l'on sait faire, et puis il dit oh non non, ça j'en veux pas, c'est trop compliqué, ou c'est pas la peine, ou etc. C'est ce qu'on fait sur tous les chantiers aujourd'hui, hein. On vous fait des essais de mortier pour vous montrer une couleur, etc. Donc pour moi, il y a de ça. Et alors, on a énormément glosé sur ça. Je n'ai jamais bien compris comment François Joannet pouvait reconnaître à gauche Jonas sortant de la baleine. Franchement, faut le faire. On voit bien un homme avec un épieu face à un monstre qui a une espèce de crête préhistorique. Enfin, non, pas préhistorique, avant la préhistoire. Et on a arrondi que c'est David. C'est un musicien. Voilà. Alors cela dit, c'est une sculpture d'une qualité infâme. Soyons clairs. C'est horrible. Ce sont de vagues formes. Ce n'est pas terminé. Ça tourne à la ronde-bosse à certains endroits, etc. Et quand on voit qu'on est assez largement en avant du fond, je vais rajouter une interprétation, pourquoi pas. Je me demande même si cette sculpture était destinée à rester, si c'est pas l'amusement d'un carrier, tout bonnement. Vous savez, il y a des sculpteurs actuels qui disent qu'ils laissent parler ce qu'il y a dans la pierre. Un carrier, à mon avis, il peut faire la même chose, hein. Et c'est un secteur qui est très marqué par des petites canalisations karstiques de circulation d'eau. Et ça lui a évoqué ça. Et il a traduit ses cauchemars là-dedans. Et pourquoi pas, hein? Bon, j'exagère. D'accord. Passons. Cette église n'a jamais été achevée. Regardez ici. Oui, revoilà la flèche. On est dans le passage ici, le passage principal entre la galerie d'entrée et ce qui a été la première travée de la monolithe. Vous voyez, on a deux niveaux déjà de plafond plat, et on a commencé à extraire pour obtenir une voûte. Ça, ce sont des traces dites de havage, hein, pour enlever les blocs de pierre. C'est pas du tout un décor. Donc ça, c'est inachevé. Regardez ce qui se passe théoriquement au chevet. Non seulement c'est inachevé, mais c'est complètement désorganisé. Ici, on a la colonne, la pile arrière, qui a été rognée par un creusement postérieur, mais très rapide. On est dans les phases de creusement que l'on n'a jamais terminé. On n'a pas enlevé les blocs qui étaient dessous. De l'autre côté, on a même laissé des blocs qui étaient comme ça extraits. On n'a pas extrait autour, etc. La pile, on l'a pas. On en reste avec cette pellicule qu'on va enlever. Enfin, pellicule, ça peut faire 15-20 cm, hein, qu'on va enlever pour affiner tout. C'est là-dedans que toutes les sculptures sont faites, uniquement dans le niveau supérieur, hein, c'est-à-dire celui qui a été fait en premier. Bref, je pourrais en accumuler d'autres, hein, des traces d'inachèvement, d'abandon et même de désorganisation des derniers creusements. Ce qui me suggère l'idée, je ne suis pas le seul à le penser, mais enfin j'en prends la responsabilité, que cet abandon pourrait coïncider avec le début de la construction du monastère du Haut, donc vers 1137, l'avènement de Geoffroy du Lauroux, 1140, par là. Et finalement, tous les moyens que Arnaud Géraud avait donné pour construire quelque chose, pour aménager quelque chose, on l'a transféré sur le haut du plateau, avec tout ce côté platonicien entre le souterrain et l'aérien,
etc. Un bien et un mal, etc., auquel Geoffroy du Lauroux devait absolument participer. Il est très platonicien. Un clocher a été construit. Alors là, il est tellement rhabillé, 16e, 17e, même 13e, qu'on voit à peine qu'il a été 12e. Il est un peu postérieur à cet abandon. Il est du 3e quart, du 12e, donc il est contemporain de la construction du sanctuaire du Haut. En même temps, il est vraiment lié. On a le trou qui passe, etc. Donc, est-ce que ça marque une alliance entre les deux sanctuaires, ou est-ce que, au contraire, ça marque que le sanctuaire du bas veut montrer au sanctuaire du haut concurrence, et je suis antérieur. Je suis plus haut que toi, en plus. Bon, je ne sais pas. Interprétation libre, mais toujours est-il que les chanoines, le chapitre va vraiment être un peu plus tard, on le voit très bien, dans le sanctuaire du haut, et c'est la municipalité qui est dans le sanctuaire du bas. Ce clocher marche avec un aménagement complet d'une place dont les murs de soutènement prennent un aspect de château, qu'on appelle sur place le mur des créneaux ou la place des créneaux. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais vu de créneaux. Mais bon, toujours est-il que ça a un côté très défensif, castral même, pour ça et pour se tenir ça. Alors le sol sur lequel les quelques touristes que vous voyez là-haut marchent est 3 mètres au-dessus du sol du XIIIe siècle, du XIIe même. Oui, au moins 2-3 mètres. Ça marche en fait au niveau de ce qui serait le chemin de ronde de ça. Et de manière à peu près contemporaine, la falaise va s'effondrer et il ne va plus nous rester que la galerie des catacombes et murée, etc. Tout ça, ça s'effondre. C'est à peu près contemporain parce que c'est antérieur à la chapelle de la Trinité qui va s'installer dans l'effondrement. Et c'est postérieur aux sépultures rupestres dont je vous parlais. En plus, on est très proche. Enfin, le retour du mur des créneaux est juste au-dessus de l'effondrement, etc. Tout ça est vraiment lié. Ce qui m'amène à vous parler de la Trinité, de la chapelle de la Trinité, très jolie, très mignonne. François Joannet osait la comparer à un temple grec, quand même. C'est un peu abusif. C'est quand même pas tout à fait pareil. Mais entre-temps, quand même, l'œil photographique de Brutals a été méchant. Et on voit entre le 19e siècle, la fin du 19e de Brutals et aujourd'hui, tout l'art, voire l'invention des restaurateurs, qui ont vraiment œuvré. Ici et ailleurs. Alors, il reste les chapiteaux, ils sont superbes. De très très jolis chapiteaux feuillus, qui ne portent pas directement la corniche, mais qui ont des espèces d'intermédiaires au-dessus. C'est un peu étrange comme combinaison, mais c'est très joli en tout cas. L'intérieur avec des peintures de même époque, on est donc deuxième quart, 13e, avec une voûte rayonnante au centre. Au centre, ben vous le voyez, peu importe si je trouve plus ma flèche. Ici, vous avez un Christ en majesté entouré des signes des 4 évangélistes. Là, je vous présente un peu au hasard, enfin pas tout à fait, un ange qui présente un élu à un saint, Jean-Baptiste, une Vierge à l'enfant, une crucifixion.
C'est vraiment du très très beau travail, c'est très fin, c'est génial, bien mieux que mes photos ne le présentent. Je vous engage à y retourner, ça vaut vraiment la peine. Presque un tout petit peu après, un tout petit peu après, on va créer le portail, on va reculer la falaise pour mettre en place le portail que voici. Très belle sculpture aussi, on est milieu ou troisième quart du XIIIe siècle. A priori, on est juste après la Trinité. Seul problème, à mon sens, d'archéologue, c'est que ce sont des estimations stylistiques que l'on a et indépendantes les unes des autres, et on n'a pas de lien physique, stratigraphique ou des choses comme ça entre les deux pour dire que c'est vraiment juste après ou pas. Donc, enfin bon, en général, tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est pas la peine de pinailler. Et on est en avant du mur des créneaux que je vous montrais tout à l'heure. À l'intérieur de l'église monolithe, il n'y a pas que des sculptures mal foutues, il y a beaucoup de peintures très très abîmées. Sur cette pile ici, vous lisez, je pense, j'espère, des espèces d'appareils polygonaux sur les deux faces. Et ici, vous avez aussi une litre funéraire. Vous savez, c'est ces bandeaux que l'on peint dans les chapelles funéraires, donc liés à une famille, au décès du chef de famille. On retrouve cette même litre sur la colonne, sur la pile d'à côté et sur le mur. Donc, on a, à travers ces peintures-là, on peut parfaitement montrer que l'espace, et en particulier le collatéral droit, celui-ci, ici, avec les chapelles qui ont été creusées dans le rocher. Celle-ci, elle est première, hein, c'est Saint-Nicolas. Mais les autres sont postérieures. Et on a une division de l'espace, et vous retrouvez ici tout un système de cloisonnement. Il y en a plein, tout est cloisonné là-dedans. C'est-à-dire que l'immensité de l'église monolithe a été abondamment divisée à partir du XIIIe, XIVe siècle en beaucoup de chapelles indépendantes et sans doute plus ou moins accaparées par des familles. Dans la chapelle Saint-Nicolas, justement, vous avez ce décor avec ici une croix de consécration qui est antérieure à la peinture. La peinture elle-même est 13e, quelque chose comme ça. On va réétudier tout ça tout à fait prochainement. Ici, de l'autre côté, une peinture plus ancienne, donc aussi des appareils, mais sans les rinceaux ici. Le noir qui est là était sans doute vert, et dans les fleurs qui sont là, il y a une fleur épanouie, il y a un bourgeon et une fleur à demi épanouie. Donc c'est difficile à lire, mais sur place, en cumulant les images qui sont très répétitives, on le retrouve. À l'inverse, ici, ici, vous avez des aplats de différentes couleurs cernés avec des traits noirs. On a sans doute des vêtements donc d'un personnage, et en dessous, le cercle en dessous montre au contraire des motifs géométriques. Au total, aujourd'hui, on a répertorié 72 unités picturales dans cette église monolithe. C'est bien plus que ce que Léo Drouin ou feu mon ami Michel Gabory avait répertorié. Et puis, on va accroître par devant cette église. On a ces chapelles qui sont ouvertes quelque part vers 1500 et qui ont plusieurs états chacune. Au-dessus, vous avez les fenêtres romanes. Là, c'est le bandeau roman qui est tout autour. Et donc ça, c'est le percement qui est fait vers 1500 et qui correspond
à ce que l'on a en extérieur, hein, à ces grands remplages, etc., qui dégagent toute cette immense place en bas, parce qu'avant, il faut penser que le rocher partait un peu n'importe comment. Enfin, du moins, on ne sait pas comment il partait, et qu'il a été reculé pour créer tout ça, y compris les arcs qui sont sur le dessus, etc. Là, en revanche, on a les baies romanes. Donc, quelque part par ici, on avait une sorte de plateau, et ensuite, on ne sait pas ce qui se passait. Mais vers 1500, donc, on se met à faire une place publique avec ici, de l'autre côté, hein, on est ici, là, c'est la baie qui est ici. Hein, c'est la seconde maison commune de Saint-Émilion, qui est ouverte sur la place du marché, qui commençait à être aménagée vers 1470. Au-dessus d'Arcade, la première maison commune, un hôtel de ville, hein, était à côté de la Tour du Roi, qui n'a jamais été à aucun roi, ni Louis VIII, ni Henri III. C'était le beffroi de la ville. Et comme d'habitude, dans une petite ville médiévale, c'était la place du marché et c'était aussi un cimetière. Je termine avec beaucoup de retard sur ça en évoquant ce qui a heureusement disparu, cette forêt de colonnes de béton qui a massacré tout l'intérieur de l'église monolithe, qui a été heureusement remplacé. C'est pas très heureux, ces frettes métalliques, ces exosquelettes, c'est pas génial, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Merci Michel Boutal. Il y avait une église dans ce secteur-là, une chapelle, pardon, Sainte-Marguerite, attestée en 1350, qui marchait avec un hôpital. Certains peuvent supposer que ces deux baies lui appartenaient. C'est une possibilité, mais des textes semblent plutôt la montrer en face de la Trinité, tandis que là, on est au dos de la Trinité, au dos du même... Le moussaïque neuf, selon mon minutage, j'ai à peu près un quart d'heure de retard. Donc on va utiliser le plan de David Souni, parce que c'est le plus clair qui existe. Et on va commencer très rapidement avec le clocher occidental et la façade occidentale, qui est en continuation totale des murs de la nef, donc qui est bien conçu dès la fin du XIIe siècle, qui n'est pas rajouté, même s'il est certainement tardif. Il apparaît bien clairement que la construction romane de l'église a commencé par le chevet qui aujourd'hui a disparu, hein, par là, il y avait un transept à une seule travée, on avait un chevet ici, c'est par là que ça a commencé, et donc là, on est tout à fait à la fin de la construction. Mais non seulement le clocher n'a pas été fait, il était prévu, il y en a à la base, mais il n'a pas été fait. Décidément, rien n'est achevé à Saint-Émilion. Mais en plus, vous voyez cette façade où l'arc aveugle de droite, pardonnez-moi, devrait avoir un symétrique à gauche. Est-ce une amputation comme certains le pensent? Moi, j'en suis pas si sûr. Je vais vous dire pourquoi. Ce portail a un charme certain, mais très boiteux. La sculpture est très fine, délicatement sculptée, abondamment restaurée aussi. C'est toujours le problème, notamment à Saint-Émilion. Et voilà pourquoi il y a eu un problème ici. C'est que là, c'est le logis Mallet et le rempart qui venaient là, qui passaient devant. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec une confrontation à un moment donné
entre l'église que l'on construisait d'est en ouest et le rempart que l'on construisait autour de la ville. Et ce sont les jurats qui ont gagné, et pas les chanoines. Et j'avoue que je ne suis... C'est mon côté sceptique, certainement. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect et d'amitié, si je peux dire. Léo Drouin, j'ai jamais pu avoir d'amitié pour lui, il était trop vieux pour moi, bien sûr. Mais Michel Gabory aussi, ou de nos jours David Souni, qui tiennent au moins tous les trois sur le fait qu'on a rogné l'existant pour faire passer le rempart. Moi, j'y crois pas. Je crois que le rempart est arrivé avant et que l'Église a buté dessus. Et bon, après, on peut en débattre à n'en plus finir. Sur place, on en a discuté. Il y a deux pierres qui semblent à David représenter quelque chose qui, moi, j'y crois pas trop. Enfin bon, etc. Toujours est-il qu'on a cette confrontation à un moment donné entre les chanoines qui construisent leur église et les jurats qui construisent l'enceinte. Et il faut voir aussi que c'est le seul secteur de l'enceinte qui est droit, comme par hasard. Sur 1500 mètres d'enceinte, c'est le seul, là, il y a quelques centaines de mètres, qui sont tout droits. Là, j'essayais de prendre la perspective, mais si je le prenais complètement en perspective, vous ne voyiez plus rien. Donc là, ici, vous avez le logis Mallet qui est prolongé par le rempart, et le rempart, il passait comme ça. Il passait là. Et devant le portail. De toutes les façons, oui, on est sur le côté du portail. Il passe là, le rempart. Donc il y a une confrontation entre les deux, et c'est pas les chanoines qui gagnent. Je crois que c'est significatif de l'évolution de la ville, qui est devenue d'une ville canoniale, si je peux dire, est devenue une ville bourgeoise. C'est un pléonasme, une ville bourgeoise, je suis d'accord, mais une ville dirigée par des bourgeois, c'est ça que je veux dire. À l'intérieur, on a les bases de ce porche, de ce clocher-porche. Il y a que les bases qui en restent, et au-dessus, les voûtes sont 16e. Ont été reprises. La nef elle-même était prévue en coupole. Il reste 2 coupoles, et la première travée, donc la dernière faite sur les 3, est une voûte d'ogive très bombée, et on pense que c'est pas du tout une réflexion, c'est qu'elle est effectivement à peu près de cette époque-là, mais on a changé de partie au fur et à mesure que l'on construisait. Et ça serait un des signes de cette construction d'est en ouest. À l'intérieur, j'ai un peu forcé les couleurs, peut-être un peu trop. On a des peintures sur la nef. Alors il y a des discussions, c'est vraiment de tradition romane, mais c'est une mise en œuvre du XIIIe siècle, avec cette Vierge, et liée à elle la légende de Sainte Catherine, cumulée dans 4 médaillons. Ici, on a Catherine dans la prison, nourrie par un ange et visitée en même temps par l'impératrice. Il y a du cumul entre 2 scènes. L'impératrice est là. Et là, Maxence, l'empereur Maxence, conseillé par le démon, il est mignon, hein, ce diable, qui va condamner Catherine. Ici, mais je ne vois plus derrière, c'est le supplice de la roue qui lui était promis, mais la roue se brise. Ce qui fait qu'au définitive, elle sera décapitée, décollée, et que ici c'est l'adieu de l'impératrice. Donc
à la fois l'adieu de l'impératrice et la décollation de Catherine. Catherine qui est très importante quand même, comme une lettrée en particulier, et ça semble à Frédéric Boutoul, ça semble quelque chose de très important, très significatif pour Saint-Émilion. Je lui laisserai en parler une autre fois, parce que je n'aurai ni sa science ni sa faconde pour le raconter. Le chœur, l'ensemble du chœur et du transept, là, donc tout ce machin. Pardon pour machin. Non, mais c'est ce truc qui a été augmenté dans tous les sens à toutes sortes d'époques jusqu'à arriver à quelque chose qui est radicalement un esprit radicalement différent de la nef. Alors c'est immense et c'est complètement différent. À la rigueur de la nef correspond là même si on a différentes époques. Hein, bon. Ici, par exemple, on est dans du gothique, certes, mais du gothique du 13e, tandis que les voûtes sont gothiques, gothique 16e, gothique flamboyante. On a aussi du 14e, mais ce qu'il y a surtout du 14e, c'est ce portail extérieur. J'ai pas réussi à le prendre sans voiture, donc j'ai eu recours à une vieille photo. Mais finalement, elle est très belle. Alors, fin 13e, début 14e, je rejoins David, début 14e, contre Michel Gabory. Je trouve que le lien qui établit David avec la sécularisation du chapitre de Chanoine par Clément V en 1308 est assez intéressante. Et de toutes les façons, je défie à peu près quiconque de différencier stylistiquement de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle avec une certitude, surtout quand on est dans une petite ville de province. Je suis un peu sceptique par moment. Dans l'ancien transept, on a 13e, on a ça, mais c'est du 16e siècle, avec cette peinture avec une certaine abondance de plusieurs scènes, mais dans une seule et même architecture. Avec Marie-Madeleine en méditation, elle tient un livre, etc. L'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon avec cette lance. Et ici Saint-Benoît qui pratique un exorcisme sur toute cette foule d'excités. Le cloître, bien sûr, un cloître carré, presque 29 mètres de côté. Je crois que c'est un des rares, ou peut-être le seul conservé de Gironde, et peut-être d'Aquitaine, entièrement conservé. Alors, il est entièrement conservé, mais il est de différentes époques quand même. Et pas en Aquitaine, pour moi. Bon, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui soient entiers comme ça. On en a des bouts un peu partout, mais entier. Alors même s'il est à la fois roman, en particulier, vous avez le mur roman de l'église qui continue dessous et qui est roman, tandis que les colonnades là sont 13e, sont gothiques, et que les petits piliers contreforts que vous avez là, enfin, de renfort, sont 16e en revanche. Donc voilà, on a quelque chose d'assez léger, même si c'est très rongé par l'érosion éolienne. Ça a quand même une certaine gueule. On est dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, quelque chose comme ça. Un petit peu après, on a 3 en feu. Là, celui de gauche est très massacré par une porte qui a été ouverte. De toute façon, il était un peu différent. Mais il semble lié, on est vers 1300. Et ce qui est
amusant. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre ces remplages, ces quadrilobes et les personnages qui sont peints derrière. Tout ça marche en même temps. C'est pas deux époques, c'est fait pour. Et c'est centré. Regardez, la Vierge regarde par sa fenêtre quadrilobée. Là, le tout est entièrement associé. La galerie elle-même qui longeait la salle du chapitre. Et il y a quelques jours où j'ai fait ces dernières photos, il y avait des travaux de l'autre côté. J'ai pu pénétrer et vous voyez de l'autre côté, des ouvriers sont en train de travailler un peu brutalement, à mon avis, et sans l'œil d'un restaurateur, en tout cas, des jointoiements, mais dans lesquels on reconnaît des arcatures romanes. Sans problème. Il faut bien penser que tout cet îlot de Saint-Émilion est plein d'éléments liés aux chanoines. Le troisième côté avec tous ces enfeux gothiques, fin 13e, 14e. Le quatrième côté, est assez différent. Bon, il y en a qui le trouvent intéressant. Moi, je reste neutre. Ce que je trouve comme intérêt surtout, c'est qu'il a été fait sur des plaques de bois rapportées et qui ne touchent pas au mur. Je lui sais gré de ça. Un petit peu plus loin, on a la chapelle du chapitre, ici en G. Hein, on était ici, là la salle du chapitre que je vous montrais était en F, là. Enfin, où je vous montrais les ouvriers qui travaillaient. Cette petite chapelle, hein, elle est toute petite, deux travées. Alors c'est assez amusant parce qu'on est à l'intermédiaire entre le roman et le gothique. Le style technique, aussi bien pictural que de sculpture, sont romans, mais le voûtement est gothique, est déjà gothique. Ce qui fait que on la pose en général vers 1200 pour justement tenir compte de ce mélange. Voilà pour la sculpture. C'est une très mignonne petite chapelle qui présente une très jolie homogénéité. Je regrette simplement que elle ne soit jamais offerte à la visite. Bien, vous pouvez la visiter, mais il faut demander à la Société historique et archéologique de Saint-Émilion, qui a pourtant passé un accord avec l'Office de tourisme, mais l'Office de tourisme ne le fait pas visiter. J'émets un petit regret. Bon, c'est vrai que c'est tout petit, mais ça vaut 10 minutes de visite. Je retourne dans le cloître pour vous montrer le logis abbatial 16e en haut, au-dessus du dortoir roman. Là, je suis sur la place, ici. Et voilà, dans le cloître, il y a les mêmes éléments pour le haut. Pour le bas, c'est totalement différent. Mais croyez pas trop les restaurateurs. C'est un aménagement de 1960. Voilà les photos que j'emprunte à David, encore une fois, de 3 étapes de restauration. On arrive à ça. On est en 1960. Alors, on a, c'est sûr, une lisibilité d'un bâtiment, c'est évident. Les parties hautes sont correctes. Le bas est complètement inventé. Cela dit, il fallait en faire quelque chose. Alors, c'est aujourd'hui l'Office de tourisme. Je vous présente, je passe aux ordres mendiants. Vous savez, les ordres mendiants sont des ordres qui se développent au XIIIe siècle, en particulier, XIIe, XIIIe, plutôt, autour des villes. Et plus une ville est riche, plus ils en ont.
4 à Bordeaux, 2 à Saint-Émilion. Saint-Émilion est la deuxième ville du Bordelais au XIIIe siècle. Saint-Émilion a les dominicains, jacobins si vous préférez, et les cordeliers, les franciscains. Ceci, c'est le mur nord de l'église que les dominicains étaient en train de construire quand ils ont reçu l'ordre de tout abandonner et de tout démolir. On est en 1338. On est dans le déclin que je vous disais en introduction. Libourne commence à se développer depuis la fin du XIIIe siècle, et beaucoup de bourgeois de Saint-Émilion vont même habiter à Libourne. Alors en général, au XIVe siècle, les villes, Bordeaux, La Réole, se dotent d'une enceinte plus grande, plus forte, etc. Le XIVe, à Bordeaux, c'est la grande richesse de la ville. Je pense que, toute proportion gardée, je l'ai écrit, je l'avoue, le XIVe siècle à Bordeaux est plus riche que le XVIIIe. Toute proportion gardée. Mais Saint-Émilion, non, à cause de ce déclin, est en train de perdre considérablement. Donc, au lieu de construire, les jurats ordonnent de se replier à l'intérieur de la ville et font détruire tous les extérieurs, les constructions des dominicains, comme celle des Cordeliers, comme l'église de la Madeleine de l'autre côté, le château qui était là, etc., comme les quartiers périphériques de la ville à l'extérieur du rempart, etc. Donc c'est un repli calculé, d'accord, enfin c'est un repli très significatif de la ville. Et c'est un cas particulier effectivement de Libourne. Du coup, les mendiants vont s'installer dans la ville. Alors les dominicains, dont voici la façade, enfin ce qui reste de la façade, sur la rue Guadet, reçoivent l'autorisation de construire en ville en 1378. Que s'est-il passé pendant les 40 ans théoriques? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, personne ne le sait. À mon avis, ils sont déjà venus en ville, ils se sont installés petit à petit dans des maisons, ils ont racheté des maisons, et le permis de construire est arrivé soit pour valider des choses déjà faites, soit juste au moment où ça allait être fait. Il fallait racheter les maisons qui étaient là, parce que on est bien, on a bien, ça sera surtout visible sur les Cordeliers, mais on a bien des constructions antérieures qui apparaissent dans les murs. Alors à l'intérieur, on a une espèce de salle de bal, je ne sais pas au juste, où le Moyen-Âge n'est finalement qu'un prétexte. Pardon, je suis méchant, mais c'est juste pour défendre un petit peu ce qui va être fait de l'autre côté et qui a été beaucoup attaqué. Les Cordeliers, là, voilà la façade des Cordeliers telle que ça se présente aujourd'hui. Voilà ce qu'ont été les Cordeliers à la fin du XIXe siècle. C'est peut-être très romantique, mais enfin, c'est pas très lisible. Voilà ce que c'était avant la restauration actuelle, donc avec une première restauration, mais non couvert et non utilisable en tant qu'espace. Le pari a été d'en faire quelque chose d'utilisable, et voilà un petit bout de ce que c'est devenu. Là, je parle derrière deux articles que la Revue archéologique de Bordeaux a sous presse, ou quasiment. L'un archéologique de Natacha Sauvêtre et l'autre architectural de Denis Boulanger, l'architecte qui a mené cette restauration. Voilà d'autres vues de la restauration.
Le problème était de réussir à couvrir. Moi, j'avoue que j'aime bien sa charpente, mais elle est d'une légèreté. On ne peut pas la confondre avec une vraie charpente. Enfin, je veux dire une charpente ancienne. Ce que j'aime pas du tout dedans, c'est le côté hall de gare. Mais bon, c'est autre chose, et lui non plus ne l'aime pas. Enfin, je veux pas parler pour lui. Il y a des vitraux qui ont été modernes. C'est pas des vitraux au 19e, mais donc il y a un travail archéologique qui a été fait tout du long. Voilà une étude, enfin les plans d'étude des murs de l'église. D'autres murs, enfin le mur de façade ici avec ce que vous voyez de la rue. Alors ça a été rejointoyé depuis, mais on a les arcs des façades de maisons qui sont là. Ce sont des maisons qui ont été rachetées, réunies pour loger les cordeliers. On a la même chose à l'intérieur. On retrouve des plans des éléments de maison. On a des plans de maison que l'on peut envisager. Je vais pratiquement terminer avec cet hôtel qui est avant la restauration. C'est la photo que Natacha m'en a passée à ma demande. C'était pour faire un retour sur l'église monolithe où l'hôtel de Saint-Nicolas, actuel de Saint-Nicolas, est quasiment semblable, sans les volutes latérales, comme si on avait pris celui de la monolithe pour le coller dans un espace plus étroit. On estime en général qu'au Cordelier, c'est du 18e. C'est tout à fait jouable. Enfin, c'est un, je sais pas quoi, une espèce de baroque sec qui peut être 18e, même début 19e. Allez savoir. Non, mais 18e, ça me va. Toujours est-il que le parallèle entre les deux est quand même assez frappant. Et je termine avec une vue du logis Mallet. Je quitte le monde ecclésial. Le logis Mallet en cours de travail, enfin là c'est les plantations de vent, qui va accueillir bientôt un centre d'interprétation de Saint-Émilion. C'est une question d'une année ou deux, ça va arriver et on aura tout le patrimoine qui sera accessible par là. Et je vous remercie de votre attention. J'ai un quart d'heure à peu près de retard. Non, mais je commence avec 5 minutes. Ah, je 10 minutes. Merci à vous.